Merci et bonjour, merci à tous d'être là. Donc, pour s'interroger sur la manière dont on parle de l'économie, dont on peut aussi se réapproprier ces questions-là en tant que public, ce qui n'est pas toujours très facile. On aura l'occasion d'en parler ensemble avec donc Leïla de Comarmont, qui est journaliste aux Échos et présidente de la Société des journalistes aussi des Échos. Marina Quenan, journaliste, co-autrice de la chaîne YouTube Stupid Economics. Gilles Métaux, créateur de la chaîne YouTube Eureka, c'est une chaîne de vulgarisation. Je précise que tous les deux, vous avez aussi créé une émission ensemble qui s'appelle L'Argent Magique, que vous continuez de faire vivre. Et puis Thomas Lestavel, journaliste entre autres au Monde et à Alter Echo, membre de l'Association des journalistes économiques et financiers, l'AGEF, et du SNJ, le syndicat national des journalistes. Il y a un certain nombre de questions qui se posent d'une manière générale vis-à-vis des médias, mais encore plus quand on parle d'économie. Savoir s'informer, comment on s'informe, comment on fait le tri, et puis d'où vient l'info, c'est un peu ça qu'on va aborder ensemble. D'abord, peut-être, Thomas, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, comment on fait le tri justement dans toutes les infos dont on dispose aujourd'hui, et notamment en économie? Alors bonjour à tous. Effectivement, on est submergé d'informations et parfois, moi, je trouve que la manière la plus simple, c'est de se concentrer sur quelques sources d'informations que j'estime fiables. Après, c'est une question évidemment qui peut être très subjective et on aura l'occasion d'en parler. Donc, ouais, trouver la source, repérer les quelques sources d'informations qui nous paraissent solides. Ça peut être d'ailleurs de l'opinion comme des faits, mais je trouve que ce qui me fait un peu peur, c'est quand on déroule un fil Facebook ou autre et qu'on a plein d'infos dont on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Et d'ailleurs, j'ai parfois des amis qui sont très diplômés et qui me partagent des contenus en me disant tiens, c'est fou et tout. Et en fait, quand on creuse derrière, ils se rendent compte que c'est un blog ou que que derrière il y a vraiment un parti pris et un conflit d'intérêts énorme. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un gros boulot à faire à ce niveau-là. Voilà, d'où vient l'info? Est-ce que c'est un média? Est-ce que c'est un papier de recherche? Est-ce que c'est un site où des chercheurs peuvent publier des résumés de ce qu'ils font? Voilà, et puis évidemment, qui est derrière? Est-ce qu'il y a un actionnaire? Est-ce qu'il y a un propriétaire? Et si oui, est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est les journalistes eux-mêmes? Est-ce que c'est Alternative économique, par exemple, qui est un des médias pour lequel je pige? C'est une SCOP, donc c'est une coopérative. Et puis, il y a des médias comme Le Monde qui ont mis en place des dispositifs, mais ça, Leïla pourra mieux en parler, pour protéger finalement le fait de ne pas être acheté du jour au lendemain par un industriel qui pourrait mettre la main sur le média, enfin en tout cas sur les idées. Donc voilà, c'est un peu tout ça. J'espère que je réponds à peu près à la question. Oui, je pense. La question des propriétaires, on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est effectivement un point central, je pense. À propos des informations, tu as dit multiplier les sources d'informations. Ça, c'est quelque chose qui est central aussi pour vous tous, le fait d'avoir plusieurs sources, Leïla? Oui, effectivement. Alors d'abord, je précise que je parle en tant que présidente de la Société des journalistes des Échos et pas au nom des Échos, et en tant que journaliste économique. Donc à la fois avec un enjeu très collectif et en même temps une expérience individuelle. Je laisse à la direction Les Échos de parler au nom des Échos. Moi, effectivement, je pense que c'est absolument indispensable de multiplier les sources, mais en étant extrêmement vigilant, tu l'as déjà dit, effectivement, en étant extrêmement vigilant sur qui parle et d'où il parle. Parce que multiplier les sources, moi, mon nom, il est un peu compliqué, c'est Comarmont, il y a des MDN. Et au départ, maintenant, ça y est, Internet a évolué, mais au départ, il y avait souvent un T à la fin de mon nom, alors que c'est un D. Et je faisais l'expérience avec des jeunes, je tapais mon nom avec un T, et il y avait plein de références. Je ne suis pas une star, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que sur le net, une erreur se répète à l'infini. Donc, multiplier les sources est absolument indispensable, ne serait-ce que parce que les lunettes sont différentes, les modes d'analyse peuvent être différents entre un papier de conjoncture et un papier d'analyse sur l'évolution de l'investissement sur le long terme, par exemple, mais pas n'importe quelle source.
Alors justement, il y a les médias mainstream comme les vôtres, et puis il y a ce que vous essayez de faire. Marina, pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer des chaînes YouTube et pourquoi vous avez décidé de choisir ce type d'échange et de diffusion? Pour la création de chaîne, peut-être que je peux te laisser répondre toi, parce que en fait, moi, je suis arrivée dans la chaîne Stupide et Comique, ça a été déjà créé. Moi, je suis arrivée en tant que salariée, finalement. Donc, j'ai pas eu cette réflexion de création de chaîne YouTube. Mais par contre, par exemple, la création de l'émission Argent Magique, qui est donc une émission qui essaie de prendre des idées reçues en économie qu'on entend soit dans la bouche des politiques, soit dans les médias traditionnels, dans les plateaux télé, etc. Et de remettre un peu des faits économiques dedans. Qu'est-ce que le consensus économique dit dessus, voilà. Et donc c'était vraiment une volonté, c'est ça, de rajouter plus de rigueur économique dans ce qu'on entend trop souvent. Alors, sur les plateaux télé, souvent par des éditorialistes, comme je dis, des politiques aussi, etc., qui sont pas du tout basés sur des faits économiques. On a par exemple, on a fait des vidéos sur est-ce que les riches vont partir si on les taxe davantage en France. Et malgré ce qu'on entend, non, c'est pas si évident. Ou est-ce qu'il faut rembourser la dette française? Comme on nous dit, comme un ménage a une dette, il faut la rembourser, c'est bien évident. Non, c'est pas si évident que ça. Enfin, ça marche pas pareil, quoi. Donc voilà, il y a un peu cette volonté d'ajouter une source en plus pour les personnes. Et en plus, sur le web, là où c'est différent, on peut prendre le temps, on peut vraiment parler pendant 30 minutes de ce sujet-là et y ajouter un peu d'humour pour que ce soit un peu plus accessible aussi, etc. Donc voilà. C'est ça, le ton est très différent en fait. Oui. Oui, c'est une question de format. Donc moi, pour ma chaîne, par exemple, j'étais très consommateur de format YouTube et de vulgarisation scientifique sur YouTube au moment où j'ai créé ma chaîne. Et je cherchais la chaîne qui allait me parler d'économie et de finance, de la même manière que certains vidéastes peuvent parler de physique ou de chimie ou de sciences sociales. Voilà. Et donc, c'était ça la motivation. C'était que moi, je suis moins à l'aise enfin, en tout cas, à l'époque, maintenant, ça a changé. Mais à l'époque, j'étais moins à l'aise à lire des documents papier, à les retenir. Je me disais, en fait, j'irais beaucoup plus vite et ce serait plus pratique pour moi si c'était en vidéo avec quelqu'un qui me l'explique. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, alors, dans ce cas, je vais essayer de faire ce travail-là. Est-ce que ça, c'est fait avec la volonté de s'adresser à un public en particulier ou c'est pour tout le monde? Alors non, il n'y a pas du tout eu cette idée de qui est ma cible. Je me suis juste dit, bon, voilà, moi, j'aimerais bien avoir ça, donc je vais le mettre là, et puis on verra s'il y a d'autres gens qui pensent pareil. Voilà. Et ça marche? Et ça a marché, oui. Donc, tout ça, ça vient. On parle de la nécessité de multiplier les sources d'information. On vit aussi dans un monde où il y a une surcharge médiatique qui pousse un certain nombre de personnes, on l'entend, à s'éloigner en fait de l'info et à tout mettre à distance. Comment on fait dans ce contexte-là pour continuer à intéresser les gens et encore plus dans un domaine qui peut être un peu ardu? Marina, peut-être? Comme je disais, nous, on essaie d'ajouter de l'humour et de la simplicité. On essaie d'expliquer chaque mot un peu technique parce que des fois, il y a juste un mot qui fait peur et qui est pas limpide, qui est limpide pour les personnes qui sont nées dans l'économie toute la journée, mais qui n'est pas du tout pour les gens qui veulent s'informer et tout. Donc, on essaie d'être très clair et vraiment d'avoir conscience qu'on... essaie de faire en sorte que les gens qui regardent les vidéos puissent comprendre. Voilà, que ce soit le plus facile possible à intégrer. Après, plus spécifiquement, je sais pas. Est-ce que... Il y a cette idée qu'on est trois à l'écriture et que du coup, ça fait 3 points de vue qui se confrontent avec chacun un peu ses manières de comprendre. Et donc, du coup, force et faiblesse font que moi, je vais peut-être expliquer une chose en croyant que ça, c'est évident. Et du coup, le regard de Marina ou de Arnaud va pouvoir me dire « Ah non, là, en fait, il y a un point faible » ou inversement. Et donc, du coup, je pense que ça aide aussi à rendre le contenu le plus clair possible. Et mettre de l'humour, j'ai l'impression que ça marche bien. Ouais. Alors, évidemment, ça dépend. Dans les échos? Oui, pardon. C'est une question de format, après aussi, forcément. Non, après, en fait, effectivement, on n'écrit pas... D'abord, il y a le choix du média. Je pense que c'est aussi important de le préciser parce que entre l'écrit et l'oral, je dirais, c'est pas du tout pareil. Moi, je vais vous dire, je suis admirative. Alors, vous avez le temps, effectivement, dans vos vidéos, mais je le dis à Anne, je suis admirative des journalistes radio parce qu'ils ont une capacité à synthétiser et à présenter des sujets
techniques qui moi, m'épatent. Par exemple, quand on suit des négos, voilà. Et je pense qu'il faut être vigilant sur une chose. Il y a différents registres, évidemment, selon à qui on parle, qui sait ce qu'est le produit intérieur brut ou qui ne sait pas. Il faut quand même quand on parle à des gens qui savent ce qu'est le PIB, il faut toujours être en vigilance et ça rejoint ce que tu disais, il faut toujours être attentif à ce qui est une forme de relecture. Ça, c'est vraiment indispensable pour éviter les erreurs, pour améliorer le style parfois, et parce que, y compris pour être compris. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Après, il faut distinguer selon l'objectif de l'article ou de la capsule ou du post qui va être fait. Je vous donne un exemple. Bon, j'étais à la bourre parce qu'en fait, il y a tout un truc qui est en train de se nouer sur la proposition de loi sur le 1er mai. Et tout avait l'air de bien s'enclencher grâce à la manœuvre d'Attal qui a fait une motion de rejet qui a permis que l'Assemblée n'examine pas le texte et donc, paf, on passe en commission mixte paritaire. Et là, c'est merveilleux. Vous voyez, je n'ai pas le style des Échos, là, hein, quand je vous parle, je précise. Donc, si vous lisez mon papier, ce ne sera pas dit de la même façon, mais... donc, ça devait être adopté parce qu'il n'y avait pas de débat. Il y a une majorité à la CMP pour voter le texte, clairement, compte tenu des rapports de force Sénat-Assemblée. Et patatras, en fait, comme le Cornu a besoin de soigner le PS, que les syndicats ont fait beaucoup de barouf, ben, les cartes sont un peu rebattues. Ça c'est un papier d'actu. C'est pas un papier didactique qui va prendre un thème, le décortiquer dans tous les sens. On doit rendre les choses intelligibles, mais c'est pas la même intelligibilité. Par exemple, je ne vous donnerai pas mes sources. Je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps au téléphone, mais je ne vous donnerai pas mes sources, même si je pense qu'elles sont extrêmement solides. Parce qu'on a un enjeu aussi dans le journalisme, qui est le secret des sources. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que le sujet, en fait, il tient aussi au type de papier, au type d'information et au type de support, avec, à mon avis, une exigence qui est de faire son métier au mieux en essayant de respecter un certain nombre de règles d'honnêteté et de ne pas être des tautologues. Ça, je pense qu'on va se rejoindre sur ce sujet. Thomas ? Alors déjà, une précision, le portrait de dernière page des Échos, il y a de l'humour. Donc, il y a parfois l'humour dans les Échos. Lisez au moins la dernière page là-dessus. Sinon, moi, en fait, en tant que pigiste, donc moi, je suis journaliste pigiste, juste pour expliquer, en fait, je n'appartiens pas à une rédaction, je ne suis pas à plein temps dans une rédaction, je fais des articles à la tâche, en fait, donc à la commande, et tout ce qui est papier, ce qu'on appelle les papiers chauds, c'est-à-dire les papiers de réaction à l'actu, vraiment, où on ne prend pas forcément le temps de tout réexpliquer parce qu'on n'a pas le temps ni la place, mais où on raconte au jour le jour ce qui se passe, c'est fait en général par des journalistes comme toi qui sont à plein temps dans une rédaction. Et en général, les pigistes, on leur confie ce qu'on appelle des papiers froids, c'est-à-dire des papiers qui demandent un peu plus de temps de préparation, mais s'ils sortent demain ou dans une semaine, en général, ça ne va pas changer grand-chose. En tout cas, quand je pige pour Le Monde, une fois, on m'a dit un truc que j'avais trouvé super parlant. Il m'avait dit « adresse-toi à un prof de guitare » quand tu parles d'économie. C'est-à-dire, adresse-toi à quelqu'un qui est cultivé, qui s'intéresse à beaucoup de choses, etc., mais qui n'est pas un spécialiste de l'économie. Et j'ai toujours un peu en tête ce conseil pour la manière dont j'essaie d'expliquer les choses, et ça rejoint ce que vous dites tous les trois, c'est-à-dire d'essayer de rendre intelligible ce qui n'est pas toujours très simple. Et sur l'effort de vulgarisation, typiquement un média comme Alternative économique, qui d'ailleurs est souvent, je crois que c'est encore aujourd'hui un petit peu de référence dans les lycées, c'est souvent le magazine auquel on va inciter les lycéens à s'abonner pour l'économie. C'est vraiment des papiers très pédagogiques, et c'est pas toujours simple, mais j'aime bien passer par des métaphores, et typiquement récemment, j'ai dû faire un papier sur Euroclear. Alors, Euroclear, c'est une sorte de back-office, enfin de système financier où on transitait énormément de transactions, et c'est là qu'ont été gelés des actifs russes suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Et donc,
c'est très difficile d'en parler de manière simple. Et heureusement, lors de mes interviews, on m'a donné quelques métaphores. Donc, c'est le plombier de la finance mondiale, c'est le notaire de la finance mondiale. Et heureusement, j'ai pu me raccrocher à ça pour essayer d'expliquer que, voilà, effectivement, il y a de la tuyauterie. Et puis, effectivement, il y a ce rôle de notaire qui est finalement d'attester que le tel actif est passé, telle action, par exemple, est passée de telle banque à telle autre. Donc, voilà, je trouve que la métaphore peut beaucoup aider. Et effectivement, en radio, je suis aussi admiratif du fait que, parce que vous avez peu de temps. Finalement, quand on résume un nombre de mots, 3 minutes de radio, c'est vraiment très court par rapport à ce que nous, on a pour nos papiers. C'est très court. Cet effort de vulgarisation, c'est au cœur de votre travail à tous les deux, Gilles et Marina. Est-ce que le fait que un certain nombre de termes, même tout seul, soit assez compliqué, que ça puisse... Il y a un certain nombre de mots qu'on pense, qu'on dit savants, complexes, etc. Est-ce que ça, selon vous, c'est un frein à une bonne information? Je pense que ça dépend quel mot. Des fois, c'est bien d'avoir un mot précis pour désigner un outil précis, un comportement précis. Voilà, c'est bien d'avoir des mots pour être précis quand on parle. Mais c'est vrai que quand on s'adresse au grand public, il y en a beaucoup des mots qui sont trop complexes et qui gênent juste la compréhension de la thématique, enfin, voilà, de l'idée qu'on essaie de transmettre. Et du coup, nous, quand on écrit, souvent, on se pose la question, on écrit, puis si on voit un terme technique, on se pose la question, est-ce qu'on a besoin de le laisser ou est-ce qu'on a besoin de le dire, mais de l'expliquer? Voilà, comme ça, petit à petit, les gens, ils intègrent les mots techniques aussi, ils peuvent s'y approprier, et que s'ils retombent dessus plus tard, ils arrivent à le comprendre, et voilà, il est moins opaque. Je pense qu'il n'y a pas de règle universelle, ça dépend un peu des termes et du contexte et tout. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de mots, voilà, si... dans l'actualité, pour comprendre l'actualité, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi, enfin voilà, je vois vraiment ce truc-là, des gens qui disent moi j'y comprends rien, enfin vraiment je regarde les infos et je comprends pas quoi. Voilà. Mais d'autant que c'est parfois instrumentalisé par certains, c'est volontaire aussi de rester dans un niveau de langage qui est particulièrement compliqué pour arriver à des fins. Comment est-ce que vous faites, par exemple, Gilles, pour réussir à vulgariser sans présenter quelque chose qui soit trop simpliste? Ouais, donc en fait, c'est ça. Forcément, il y a tout un jargon, mais c'est normal pour pouvoir être précis et s'exprimer sur des sujets qui sont malgré tout techniques. On ne va pas redonner une définition à chaque fois qu'on parle du PIB, parce que sinon, on n'en finirait pas. Donc, c'est un jeu d'équilibriste de choisir à chaque fois, bon, qu'est-ce qu'on rappelle la définition et qu'est-ce qu'on se dit, bon, bah, ça, c'est quand même suffisamment diffusé dans la culture populaire pour que les gens aient compris, ou alors vite fait une petite recherche Internet, ils vont trouver facilement. Bon, voilà, il y a tout un jeu à faire. Et après, effectivement, c'est là où c'est... nous, c'est tout l'enjeu de nos chaînes, notamment de Argent Magique, c'est qu'il y a une malhonnêteté, pas d'autres mots, de certains commentateurs qui vont utiliser une mauvaise compréhension, typiquement sur la dette publique. On fait le lien entre notre dette de ménage à nous et la dette de l'État. Et donc, du coup, on va utiliser la compréhension que les gens ont de la dette et on va répliquer ça pour l'État. Alors que, non, c'est plus compliqué. Même pour une entreprise, il faudrait même plus parler de la dette d'une entreprise. Déjà, la dette d'une entreprise, c'est plus proche de ce que peut être la dette d'un État que la dette d'un ménage. Et ça, moi, je trouve que c'est de l'instrumentalisation, quoi. Donc, il y a une idéologie derrière qu'on essaye de pousser, et c'est pas honnête, du coup, de pas tout expliquer et de pas faire l'effort de réexpliquer à chaque fois jusqu'à ce que ce soit vraiment compris par tous et toutes, et que, ok, c'est bon, maintenant, on a fait cet effort et il n'y a plus besoin de le dire. Ça, c'est quelque chose que vous dites dans certaines vidéos, notamment, je vous ai vu en parler, du fait que derrière l'économie, il y a beaucoup de choix et de décisions. Est-ce que ça complique le traitement de cette matière, entre guillemets, selon vous? Alors, moi, j'ai vu beaucoup, parce que je viens des marchés financiers à la base, j'ai été financier, j'ai travaillé en salle des marchés. Et donc, du coup, je vois beaucoup l'argument technico-technique de marché financier utilisé pour masquer un choix politique. On va dire, il n'y a pas le choix parce que les marchés ta. On entend beaucoup, il n'y a pas le choix. Voilà, il n'y a pas le choix parce que les marchés tac, et vous voyez, c'est compliqué et tout, mais vraiment, il n'y a pas le choix. Et en fait, du coup, tout le monde se dit, alors c'est comme ça s'il n'y a pas le choix. Alors qu'en fait, non, c'est un choix politique, mais du coup déguisé. Si on comprend bien comment ça marche techniquement, on se rend compte qu'en fait, s'il y a un choix. Voilà. Et alors nous, on essaye parfois de remettre ça sur la table.
en expliquant cette chaîne un peu technique pour justement révéler qu'en fait, non, c'était un choix politique à la base. Oui, que la science économique, c'est pas une science naturelle. Enfin, voilà, il y a tout ce qui, dans l'économie, voilà, il y a beaucoup de choses de comment fonctionnent nos économies. Bah, c'est des choix politiques, quoi. C'est à un moment donné, on a mis des règles, on dit que ça marche comme ça, mais en fait, il y a la majorité des choses, c'est immuable, qu'on pourrait les changer, etc. Leïla, tu voulais réagir? Oui, sur cet enjeu-là, je pense qu'il y a une confusion qui a grandi avec la multiplication des éditorialistes, des papiers d'humeur, des prises de position de non-journalistes qui se considèrent comme des, je ne sais pas comment on pourrait dire… des tautologues. Des tautologues, voilà. Et donc, qui prennent part au débat et sans qu'il y ait clairement d'affirmation des positions des uns et des autres. C'est pour ça que je parlais de dire d'où on parle. Après, c'est un peu la poule et l'œuf, parce que s'il y a tout ça, et s'il y a un développement dans les médias, alors je pense que c'est plus audiovisuel, même si ça existe aussi dans la presse économique, et on pourra revenir sur les dangers qui peuvent exister dans la presse économique, on va dire papier. En fait, la confusion s'installe, elle est beaucoup plus simple. C'est Bourdieu qui racontait, moi, si je veux vous expliquer quelque chose, il me faut 1 heure. Elle est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que c'est intéressant que des formats comme les vôtres marchent. Parce que ça veut dire que tout n'est peut-être pas perdu et que on a un vrai enjeu de décryptage par rapport justement aux tautologues qui viennent aussi de ma rédaction. C'est pas leur faire injure. Je pense que même si dans ma rédaction, ils ont plutôt tendance quand même à se cantonner aux questions économiques et à pas parler de tautologie au-delà, et que je pense qu'ils ont quand même une expertise sur le sujet que d'autres n'ont pas. C'est quelque chose qu'on peut voir ailleurs, mais comment est-ce que vous l'expliquez, Leïla ou Thomas, la multiplication justement l'augmentation, je veux dire, de cette confusion entre ces différents profils. C'est-à-dire qu'on en arrive à un point où on ne sait pas effectivement qui parle. Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un éditorialiste? Est-ce que c'est parfois presque un acteur? Toutes les postures sont légitimes, mais c'est la confusion qui pose problème. Comment est-ce qu'on en arrive là et comment aujourd'hui on arrive à s'en défaire? En tout cas, c'est vrai que je trouve que dans le contexte actuel, ce qui est très frappant, c'est que les médias sont vraiment discrédités de tous bords. Et il y a évidemment tout ce qui est la galaxie Bolloré, dont on parle beaucoup quand même, CNews, Europe 1, JDD, etc., où effectivement, on a quand même l'impression que une personne qui anime une émission et qui est censée quand même être relativement neutre pousse vraiment des sujets. Et en même temps, je vois aussi les débats qu'il y a en ce moment sur France Info et sur les chaînes publiques où j'entends des gens autour de moi dire non mais eux, ils sont pas beaucoup plus neutres. Donc en fait, moi, ce qui me frappe un peu en ce moment, c'est qu'on a l'impression que finalement tous les médias sont quasiment mis au même niveau et décrédibilisés. Et j'ai pas trop la réponse à ça. Je sais pas si Leïla, tu as une opinion, mais ouais, c'est… Moi, je parlais de la poule et de l'œuf, et je pense que c'est un vrai sujet parce qu'il y a un enjeu sans doute d'éducation aux médias. Parce que, encore une fois, et y compris avec le web, on a toujours évidemment eu un enjeu de modèle économique et de lectorat. Autrefois, c'était la publicité qui finançait et qui était en fonction de l'audience. Et maintenant, c'est encore plus vrai avec un point positif pour moi, c'est que le modèle de l'abonné est devenu sans doute le modèle qui peut sauver la presse. Mais on a un énorme sujet, c'est que les tribunes clashent, les éditos à l'emporte-pièce, ça fait de l'audience. Mais si ça fait de l'audience, ça veut dire que c'est lu. Donc il y a vraiment un enjeu j'allais dire des deux côtés, même si je pense qu'on n'est pas opposés entre lecteurs et informateurs. Après, moi je veux quand même rétablir une chose. Le journaliste, historiquement, le journaliste, ça a pu être un aventurier qui partait, qui avait rien. Moi, j'ai connu un journaliste au Monde qui s'est occupé de questions économiques. Il avait commencé garçon d'étage. Et donc, il ne faut pas non plus imaginer que aujourd'hui,
je pense qu'on peut devenir un bon journaliste, mais que pour ça, il faut avoir beaucoup d'exigences et de déontologie. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on avance énormément, y compris d'ailleurs concernant les, alors je ne sais pas si on peut dire les influenceurs qui font de la pédagogie économique ou je ne sais pas quoi, ou qui font même des... Je pense qu'il y a un vrai enjeu de règles déontologiques qui doivent s'appliquer et qui sont censées, en tout cas pour les journalistes, dont les journalistes savent qu'elles existent. Je ne suis pas sûre que tous les acteurs de l'information économique soient au même niveau là-dessus. Et juste peut-être sur la question de l'obscurité et des idées un peu complexes, volontairement ou pas. Moi aussi, je le vis. Alors, on en a parlé au niveau un peu macroéconomique, mais je le vis aussi dans mes contacts avec les entreprises, puisqu'en fait, moi, je fais beaucoup de sujets entreprises, et c'est vrai que je sens, de toute façon, c'est leur manière de fonctionner, mais en fait, mes interlocuteurs vont sortir ce qu'on appelle des éléments de langage, c'est-à-dire vraiment les idées qu'elles veulent faire passer, la vision qu'elles veulent faire passer de leur activité, quitte à mettre un peu de côté une partie du chiffre d'affaires qui n'est pas très glorieuse. Et ça, c'est aussi tout notre travail de justement creuser et challenger ce qu'ils nous disent. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait un article sur Capgemini, qui est une entreprise de services informatiques, et quand ils décrivent leurs activités, je vous jure, c'est incompréhensible, mais vraiment incompréhensible. Et je leur demandais, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer en termes simples ce que c'est, etc. Et c'était très, très compliqué. Donc, c'est pas du tout les mêmes enjeux que quand on parle de politique économique, mais quand même, ça rend vraiment difficile nos tâches et ça nous oblige à vraiment les challenger de manière parfois un peu sportive, quoi. Ce travail-là, peut-être qu'on peut dire un mot de la formation des journalistes, parce que il n'y a pas de formation, en fait, pour devenir journaliste économique. Leïla. Moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Alors, il y a en plus, parfois pour certains, même pas de formation pour devenir journaliste, puisqu'on on peut avoir une carte de presse, c'est totalement indépendant des études qu'on a faites avant. Et en tout cas, même dans les écoles dites reconnues par la profession, il n'y a pas de formation pour devenir journaliste éco. Oui, bon, moi, j'ai un profil, mais je pense, qui se retrouve chez un certain nombre de journalistes économiques. J'ai un master 1 d'économie, je ne me prétends pas économiste pour autant, hein, mais bon, j'ai quelques notions, plus Sciences Po Paris, en spécialité, on va dire, économie et budget, pour simplifier. Mais, et aux échos, vous êtes assez nombreux, je crois, hein, avec un profil un peu école de commerce, Dauphine. Aujourd'hui, le profil dominant des embauches, c'est les écoles de journalisme. C'est pas forcément école de commerce. Il y a certains journalistes qui ont fait des écoles de commerce, mais c'est pas forcément la majorité des journalistes. La dominante, c'est les écoles de journalisme. Voilà. Moi, j'en ai pas fait. Je me suis formée sur le tas, comme on dit. Moi aussi. Comme toi, en fait, moi j'avais bossé en finance moins longtemps que toi, je pense. Quand je me suis reconverti, alors j'avais 30 ans, j'avais pas envie de faire d'école parce que je me suis dit, j'aimerais bien y aller assez vite. Et c'est pour ça que j'ai commencé comme pigiste, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, rémunéré à la tâche, ce qui est quand même plus facile pour commencer, puisque pour l'employeur, c'est assez peu contraignant, assez peu engageant. Je propose une idée, on me la commande, et si l'article n'est pas bon, on s'arrête là. Et donc, j'ai appris sur le tas. Par contre, ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est tu as un point fort et un inconvénient. Enfin, ton point faible, c'est qu'effectivement, tu n'as pas appris à écrire une accroche, à faire un titre qui soit percutant, etc. Mais par contre, tu sais lire un bilan, tu sais à peu près comment fonctionne une entreprise, tu connais des gens dans le monde de l'entreprise. Et ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est que pour faire des articles éco, c'est quand même plus important ça, parce qu'au moins, tu ne vas pas faire un hors-sujet, et puis au pire, on réécrira derrière. Donc voilà. Et après, l'écriture, oui, les premiers papiers n'étaient pas géniaux, on m'a fait des retours que j'ai essayé d'intégrer. Mais c'est vrai que je trouve que pouvoir au moins donc maîtriser les termes dont on parlait tout à l'heure, le PIB, etc. Et aussi quand même, quand on parle d'entreprise, savoir lire un bilan, un compte de résultats, avoir aussi des ordres de grandeur, 1 milliard, 1 million, qu'est-ce que ça représente, c'est quand même super important. Donc ça peut être une formation sur le tas, mais c'est une formation nécessaire. Et qui permet donc de décrypter ce langage qui est parfois très obscur que tu décrivais tout à l'heure. Est-ce que ça contribue, le fait que ça soit parfois aussi compliqué, au moins en apparence, à alimenter la défiance dont on a très rapidement parlé tout à l'heure, selon vous? Gilles, peut-être? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que la complexité, pardon, c'est moi qui m'exprime mal, est-ce que la complexité de certains sujets
entretenus par des entreprises, des responsables politiques, contribuent à alimenter la défiance du public envers la presse. C'est la presse en général, mais économique en particulier ou pas particulièrement. J'ai un peu... Alors, j'ai pas fait de recherche particulièrement sur ce sujet, donc je dirais que j'ai l'intuition que ça peut y participer, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que ça a toujours été le cas. Enfin, l'économie a son jargon, a toujours eu son jargon. Donc, s'il y a une défiance maintenant et qu'il n'y en avait pas dans le passé, ou moins dans le passé, c'est peut-être que c'est pas ça le principal enjeu. C'est pas lié au jargon, c'est plutôt la presse en général. Je sais pas. Ou alors, il faudrait trancher. Enfin, moi, comme ça, c'est l'intuition qui me vient. Il faudrait trancher sur le fait que c'était pas le cas dans le passé. Pourquoi la défiance arrive maintenant alors que ça a toujours été compliqué, quoi, de parler d'économie? En tout cas, il y a vraiment je reviens sur l'histoire des entreprises, mais ce novlangue des entreprises où finalement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un papier sur les CSE dans les startups, les syndicalistes. Et en fait, il y en a un des syndicalistes qui me disait, c'est marrant parce que l'entreprise dans laquelle je travaillais, vraiment, donc elle faisait un peu de la publicité programmatique et elle disait, en fait, nous, notre mission, c'est de vous proposer des réclames sur des sujets qui vous intéressent vraiment pour pas passer à côté de la plaque, etc. Et lui disait, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que notre cœur de métier, c'était de pousser les gens à consommer. Et ça a créé un conflit en interne. Et bon, finalement, je suis parti. Mais c'est vrai que voilà, ce novlangue des entreprises, cette façon toujours de présenter les choses à leur avantage, j'imagine que ça contribue à la défiance. Et c'est aussi notre rôle de rétablir une forme de vérité, ou en tout cas de casser certaines images qu'elles essaient de se construire, quoi. Puis aussi, je pense qu'il y a un peu une confusion générale entre tout plein de choses, parce que l'économie, on dit ça, mais en fait, pour plein de gens dans le public, c'est pas clair. Bon, là, mais en général, quoi. C'est pas clair ce qui est l'économie, le commerce, la finance, tout ça. Il y a un peu un truc. Donc, je pense que quand c'est une entreprise qui parle de son modèle, enfin, moi, je sais que quand je faisais master d'économie, donc, il y a plein de gens qui me disaient, mais du coup, tu étudies quoi? Est-ce que c'est une école de commerce? Non, c'est pas du tout pareil. On n'étudie pas du tout la même chose. Ou du coup, si tu fais de la finance, ça veut dire que tu connais super bien la finance mondiale, etc. Non, enfin voilà. Donc, il y a deux bases aussi. Je pense la méfiance, c'est un peu le truc pas clair, quoi. C'est vraiment que l'économie, en tant que sujet politique, déjà de base, il n'est pas tout le temps défini bien. Et donc, oui, quand on parle d'économie, les gens ils vont dire oui, c'est du commerce, du marketing. Voilà. Donc, il y a même de quoi on parle, c'est pas toujours très clair, quoi. Je ne suis pas capable d'avoir une vraie vision historique, mais il me semble, alors sur les chaînes publiques, et notamment sur France 2, je pense que c'est assez intéressant de voir comment le développement de nouvelles formes d'expression, je pense aux infographies animées en particulier, permettent de rendre plus intelligibles les sujets économiques. Et j'ai le sentiment qu'il y a un peu plus de sujets économiques de ce fait. Maintenant, il m'est arrivé de regarder aussi le JT de TF1 et on a une pauvreté sur les sujets éco. Je pense qu'il y a aussi un enjeu qui est paradoxalement, on a l'impression d'être noyé sous les sujets économiques, mais la réalité, c'est que c'est très peu, il y a relative, enfin, oui, pour moi, il y a peu d'informations qui sont déclinées. Regardez dans la presse régionale, qui est quand même si elle est aussi en difficulté aujourd'hui, qui est quand même encore assez lue, les articles économiques. Moi, j'ai l'impression qu'il y a moins qu'avant. Par exemple, même sur les grandes négociations sociales, j'ai l'impression que, bon, il y en a peut-être moins aussi qu'avant, mais j'ai l'impression en fait que on a un peu mis ce sujet de côté et quand on le présente, c'est assez basique et voilà, et c'est pas forcément bon pour l'éducation. Par choix éditorial, parce que les rédactions ou les directions de rédaction se disent ça ne va pas marcher, ça ne va pas être lu? Alors moi, je suis frappée sur le journal de France 2 par la place prise par les faits divers aujourd'hui, qui ouvrent les journaux quasi systématiquement. Donc, quand je vous dis, je trouve qu'il y a plus de sujets éco, ouais, mais ils viennent bien après. Ils font de la place, enfin, il y en a plus, mais ils sont plus loin. Mais ils sont relégués à la fin. Mais bon, c'est un sentiment que j'ai. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire des études statistiques là-dessus. Les Échos, c'est un peu particulier. On est un journal économique, donc si on ne parle pas d'économie, c'est compliqué. On vient vous lire pour ça.
Tu voulais Je rajouter me quelque demandais chose aussi, c'est une réflexion aussi, je suis pas sûre, mais de la même façon que dans les médias, à la télé, etc., il y a une surreprésentation des cadres dans les personnes qui s'y expriment. Je me demande si aussi, par le modèle économique des médias, il y a pas mal une mise en avant des sujets qui pourraient intéresser les cadres et pas des questions politiques, quoi. Donc, ça va peut-être avoir du BFM Business. Voilà, les gens pourraient penser que c'est de l'économie, non, c'est de l'investissement, c'est un peu de l'étude de marché, non, non. Enfin, c'est plus. Voilà, je me demande s'il y a un truc de entre le modèle économique des chaînes, les personnes qui sont représentées et à qui ils s'adressent, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une genre de concentration? C'est des cadres qui parlent à des cadres, voilà. Mais bon, c'est un début de Ouais, réflexion. BFM Business, oui, bien sûr, mais c'est une niche en fait. C'est un enjeu c'est des stratégies de niche qui vont toucher tel ou tel public, je pense. Mais enfin, il me semble que ce qui avait été documenté, c'est que le profil quand même des journalistes moyens est souvent quand même des gens assez diplômés, urbains, etc. Et que c'est vrai que du coup, on passe probablement à côté de pas mal de phénomènes de société et aussi très parisiens hein, pour ce qui est de la presse nationale. Donc, il y a sûrement des choses qui passent entre les mailles des filets à cause de notre profil moyen, entre guillemets, ou de manque de diversité qu'il peut y avoir dans les rédactions. Oui, ça c'est valable partout. Enfin, de mémoire, ça avait été notamment avancé pour expliquer le fait qu'un certain nombre de médias mainstream soient passés à côté du mouvement des Gilets jaunes au début, par exemple, qui n'était pas un mouvement particulièrement C'est vrai, parisien. mais il y a quand même, je pense, une diversité aujourd'hui qui augmente sur les diversités d'origine, qui est nouvelle et qui est extrêmement positive, évidemment. Après, le parisianisme des rédactions nationales, je pense que ça a toujours existé. Ce qui est intéressant, c'est que on le ressent plus aujourd'hui qu'hier, peut-être aussi parce que les gens sont moins prêts à accepter qu'on leur impose des modèles qu'avant, peut-être, parce que le journalisme parisien... Et par ailleurs, il y a des journaux, je pense au Figaro maintenant, qui ouvrent des bureaux. Ils ont, je crois, 5 bureaux, donc Bordeaux, enfin, j'ai plus les villes en tête, mais justement qui ont développé des rédactions en région. Avant, ils passaient par leurs pigistes, hein, mais ça, je trouve ça intéressant comme phénomène. Et juste, tout à l'heure, on parlait de la carte de presse. Je pense que c'est peut-être utile d'expliquer en 2 mots la carte de presse, que parfois, il y a des fantasmes. En fait, la carte de presse, on l'a, entre guillemets, relativement facilement, dans le sens où quand les revenus du journalisme représentent plus de la moitié de nos revenus, on envoie les documents qu'il faut à une commission et la commission nous remet une carte de presse. Donc voilà, et entre guillemets, il suffit de faire la moitié de ses revenus avec. Alors pour le coup, il faut que la commission pour le coup est assez stricte sur le fait que ce soit des médias au sens classique du terme. Je ne sais pas si. Sur un numéro de commission paritaire, oui, exact. en fait. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que ça se lit. Certains vont trouver que c'est trop facile. Moi, je mets juste en garde, je pense que c'est un sujet assez complexe, je mets en garde contre l'enjeu de la liberté de la presse si jamais nous avons un changement, si le RN, par exemple, vient au pouvoir, et c'est toute la difficulté sur quels critères on donne cette carte de presse. Est-ce que l'État doit avoir son mot à dire ou pas? Je suis un peu craintive, personnellement. Question très intéressante, mais pour revenir sur... Non, c'est très intéressant. Non, pas du tout. Et il fallait le préciser. Je me rends compte aussi que je n'ai pas précisé ce que c'était qu'une société de journalistes qui diffère d'un syndicat, parce que donc, Thomas fait partie du syndicat national des journalistes. Je ne suis pas sûre que ce soit très clair. Une société de journalistes ou de rédacteurs, ça dépend des médias. C'est une instance qui est désignée par les journalistes de la rédaction pour veiller au respect de la déontologie, de la ligne éditoriale, de l'honnêteté, de l'indépendance. Et puisqu'on est sur l'indépendance, parce que c'est un sujet effectivement majeur, en particulier pour la presse économique, parce que c'est quelque chose qui est important, notamment pour vous, aux Échos. La Société des journalistes est beaucoup mobilisée. Alors, peut-être avant, de parler de votre combat, est-ce qu'on peut faire un petit point sur qui possède quoi? Parce que c'est très particulier la presse économique. Il y a une concentration des médias qu'on évoque souvent. Pareil, avant de se lancer plus en avant dans le sujet, peut-être, je ne sais pas si l'un d'entre vous... le Figaro est possédé par Dassault. La Tribune, qui malheureusement est en train de mourir, est possédée par CMA-CGM. Libération... son actionnaire, c'était Drahi, et maintenant c'est Kretinsky.
Le Monde, il y a Xavier Niel et Mathieu Pigasse et peut-être un troisième. Il y avait Kretinsky, mais je crois qu'il s'est À l'époque, on retiré. disait BNP, mais je crois que le B est sorti. On a un sujet Niel, de Pigasse. modèle économique très clair et dans ce contexte, on a un enjeu. On peut souhaiter évidemment, et vous imaginez bien que j'en fais partie, que je fais partie de ceux qui le souhaitent. On peut souhaiter que ces médias ne soient pas propriété de milliardaires ou de grands groupes industriels. C'est une réalité, en tout cas en France. Nos confrères de Libé, nos confrères du Monde ont lutté, mais la situation économique les a contraints. Nous, on était propriété, on était hyper contents d'un Anglais qui nous laissait tranquilles et on a été vendu à LVMH. Donc, j'en finis avec LVMH qui est en train d'acheter de plus en plus de titres de la presse économique, ce qui pose évidemment un problème majeur. Et nos confrères de Challenge ont intenté, d'ailleurs journalistes, syndicats et SDJ ont intenté des actions pour essayer d'empêcher la vente de Challenge à LVMH parce qu'il y a un enjeu de concentration. Aujourd'hui, nous n'avons pas de règles qui interdisent simplement ce type de concentration. En fait, on a des règles, mais qui sont au niveau beaucoup plus global et pas, on va dire, dans des secteurs spécialisés de médias. Et c'est toute la difficulté. Dans ce contexte, on a un enjeu de construction de garantie d'indépendance. Alors, je parlerai du modèle du Monde qui est extrêmement intéressant parce que capitalistiquement, le Monde est propriété de milliardaires. Ils ont quand même mis en place des verrous qui sont très solides par rapport à cette structure du capital. Libération, et ils ont une force pour eux, et d'ailleurs dont on rêve tous, qui est qu'ils sont plutôt en bonne santé. Et en fait, avec beaucoup d'abonnés. Ouais. Donc, si vous rapportez de l'argent, vous n'êtes pas dans la même situation vis-à-vis de l'actionnaire que si l'actionnaire en perd. J'ai oublié de dire qu'LVMH est aussi propriétaire du Parisien, qu'il a recapitalisé tout récemment de quelques 150 millions d'euros. Ça vous dresse un paysage économique. Dans ce contexte, les sociétés des journalistes ont un rôle très important. Ça ne veut pas du tout dire que les syndicats de journalistes n'ont pas une légitimité à parler indépendance, déontologie. C'est vraiment dans leur ADN aussi. Mais on l'a expérimenté aux Échos. Si vous ne distinguez pas les enjeux sociaux et économiques des enjeux d'indépendance et de déontologie, en fait, vous vous faites bouffer. Alors justement, comment vous faites, vous, pour pouvoir continuer à avoir un traitement de l'actualité économique déontologique qui soit fait dans le respect de l'honnêteté en appartenant à Bernard Arnault? Alors, bon, moi, je ne ferai pas d'angélisme. Ce n'est pas facile tous les jours. On a réussi une chose quand même au moment où on a été vendu, c'est qu'on a négocié un accord d'indépendance qui n'est pas aussi beau que celui du Monde, mais qui est quand même une chose extrêmement importante avec aussi une charte éthique. C'est cet accord d'indépendance qui a permis, lorsque notre directeur de la rédaction précédent a été débarqué par l'actionnaire, qui a un droit de veto exercé par la rédaction, qui a été massif par un vote à bulletin secret, avec le premier candidat présenté par LVMH, qui a donc dû présenter un autre candidat qui, lui, a été validé. Et ensuite, on a une bataille de tous les jours pour s'assurer que nos garanties s'appliquent. Je ne prétends pas du tout qu'on est parfait. Il faut juste avoir en tête qu'on mène le combat et qu'on essaye d'obtenir des résultats au mieux. Juste peut-être pour rebondir sur le fait d'avoir ou pas des abonnés, c'est vrai que effectivement c'est une force de pouvoir être à l'équilibre, voire même rentable. Et là-dessus, je trouve ça hyper intéressant de voir la différence de stratégie entre Le Monde et Le Figaro. Le Monde vraiment veut avoir des abonnés payants pour que ce soit pérenne. Le Figaro, pour l'instant, leur stratégie, c'est d'être
premiers en audience. Et eux, leur objectif, c'est de dépasser France Info ou de dépasser BFM sur les sites web pour vraiment avoir cette place de numéro 1, mais quitte à faire des pertes. Et c'est vrai que ce que ça entraîne, c'est que ça entraîne une dépendance vis-à-vis d'un actionnaire, donc c'était Dassault en l'occurrence, qui va devoir parfois remettre au pot si cette stratégie ne permet pas d'atteindre la rentabilité. Et juste par rapport au paysage économique, juste pour compléter, Alternative économique, pour le coup, n'appartient pas à un industriel. Hein, évidemment. Et donc, c'est vrai que quand on parlait au début de la table ronde du choix des sources, c'est vrai que c'est pas mal aussi de regarder ça. Des titres comme Le Canard enchaîné ou comme Alternative économique n'appartiennent pas à un industriel. Et donc, ça peut être une de vos lectures. Ça peut être intéressant de l'avoir aussi pour avoir quelque chose qui est censé être plus indépendant. Je confirme. Et quand on a des chaînes YouTube, comment ça fonctionne justement pour se prémunir Est-ce qu'il y a des tentatives d'influence, d'achat, de pression sur YouTube, sur Internet, pour beaucoup de personnes, il y a le placement de produits. Donc, le fait d'être contacté par une marque et de le présenter en vidéo, ce qui financerait la vidéo, etc. Nous, pour nos chaînes et d'autres chaînes, on s'est regroupés autour d'un média qui s'appelle Stup Media, qui est avec un collectif de personnes qui font de l'information sur le web, sur YouTube, mais aussi sur Twitch ou d'autres canaux. Et en respectant du coup la déontologie journalistique, donc pas de placement de produits. On mutualise les coûts aussi, les coûts juridiques, parce qu'on a déjà eu besoin pour certains sujets d'avoir des dépenses juridiques pour se défendre. Voilà. Donc voilà, nous on a ce modèle économique de l'abonnement. Il y a les gens qui peuvent financer Stup Media, dont défiscalisable vu que c'est un média. Ils peuvent aussi soutenir par exemple directement l'émission Argent Magique. Donc voilà, on est vraiment sans placement de produit. Ensuite, il y a un système de revenus, mais qui est assez minime. Ça dépend les chaînes. Pour Stup Comics, c'est assez minime. Mais sur YouTube, quand vous lancez une vidéo, il y a une pub qui passe au début. Voilà, on ne choisit pas la marque ni rien. Voilà. Mais ça fait un petit revenu publicitaire, plus ou moins grand selon les chaînes et l'audience. Et voilà. Mais en tout cas, pas de placement de produit, pas d'influence de marque. Surtout quand on parle d'économie, je pense qu'assez vite, ça peut être des banques ou des services bancaires qui viennent dire peut-être vous présentez notre carte bancaire. Voilà. Donc, ça serait un gros problème. Ouais. Et il y a un enjeu chez nous qui est que quand on fait de la pub pour une marque, on incarne la marque puisque c'est nous qui faisons la pub pour la marque. Donc, si je devais faire de la pub pour une application ou une banque sur ma chaîne Eureka, évidemment, il faudrait que ce soit moi qui dise telle ou telle banque, c'est très bien. Ce qui n'est pas la même chose que d'avoir un encart publicitaire dans un média papier, par exemple, où ce n'est pas le journaliste qui écrit le papier qui dit telle banque est très bien. C'est juste qu'il y a un encart au milieu de son papier. Donc, c'est un enjeu différent. Et après, donc nous, il n'y a pas de... la manière dont on est organisé fait que, a priori, il n'y a personne qui veut nous acheter ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est bon. On est financé par les dons des abonnés ou par leurs abonnements. Donc, voilà. Mais par contre, chez les Américains, qui ont beaucoup plus d'audience et qui, du coup, génèrent beaucoup plus de sous, notamment via la publicité et aussi les placements de produits, eh bien, là, il commence à y avoir notamment des fonds de private equity qui rachètent des chaînes YouTube. Et on a déjà vu ça, notamment sur une chaîne, alors je n'ai pas creusé particulièrement le sujet, mais il se trouve qu'il y a une chaîne que moi j'aime bien, qui s'appelle Wisecrack, qui je crois a fermé, qui faisait notamment de la philosophie, qui avait il y a donc vraiment plusieurs philosophes qui faisaient des émissions et qui parlaient un petit peu de culture et de société et qu'est-ce que ça veut dire et quel philosophe on peut interroger pour essayer d'expliquer ce qui se passe ou comprendre un peu mieux ce qui se passe, telle ou telle loi. Bon, ça a été clairement racheté par un fonds de private equity et les philosophes qui ne plaisaient pas parce que ils n'étaient pas alignés avec le message de l'actionnaire ont sauté. Donc on voit que ça peut aussi se passer sur les médias un type YouTube, sur les plateformes type YouTube. Puis il y a par exemple aussi j'ai Brut qui est pas mal du coup un média sur le web qui a été racheté par Saadé, si je dis pas de bêtises, il y a 1 an je crois. Donc en gros il y a déjà aussi même sur le web, même quand c'est pas les grands titres de presse, etc. Il y a aussi un enjeu. Voilà, il y a des milliardaires qui viennent, qui achètent et qui se placent là-dessus. Je voudrais juste préciser une chose. Quand vous voyez des publicités avant des vidéos ou même des publicités quand vous faites une recherche Google, et en fait, le média, quel qu'il soit, touche quasiment rien. Et c'est un des enjeux, c'est un des problèmes du modèle économique, c'est que pour pouvoir toucher un peu d'argent, il faut faire beaucoup d'audience. Pour faire beaucoup d'audience, il faut
on appelle ça des putaclics. Et c'est extrêmement dangereux et il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce piège. Et donc, on a un énorme enjeu collectif à ce sujet-là. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu du modèle d'abonné. C'est ça qui est assez intéressant parce qu'avant la crise, on était beaucoup sur la pub qui finançait. Hein, et aujourd'hui, c'est plus la pub. Ce qu'il faut, c'est avoir des lecteurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce qui a fragilisé en plus la pub, c'est que quand vous regardez votre fil Facebook ou Insta et que vous voyez des articles du Monde ou des Échos, en fait, la publicité qui va être avant ou après ne va pas aller au Monde ou aux Échos, mais elle va aller à Instagram ou à Meta, qui sont censés redistribuer une partie, mais en réalité, c'est très faible. Et là, le nouveau danger qui vient s'y rajouter, c'est l'intelligence artificielle. Et en fait, alors c'est pas encore le cas en France, mais aux États-Unis, par exemple, avec Google qui résume via une IA ce que va dire tel ou tel article, les personnes vont encore moins qu'avant sur les sites des grands médias. Et même New York Times, etc., ils ont vu leur audience chuter de moitié. Et ça nous attend en France dans pas longtemps. Donc le modèle publicitaire est encore plus mis en danger, parce que voilà, on se contente de la réponse de l'IA et on va même plus se poser la question de tiens, je vais aller sur le site des Échos ou du Monde. Merci beaucoup à tous d'être venus.